こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Le 27 janvier, à Sujimino, dans la préfecture de Saitama, un événement extrêmement rare au Japon a terrifié le pays entier et s'est soldé par la mort d'un homme. C'est vers 21 h que la police locale a été alertée par des riverains qui venaient d'entendre ce qui ressemblait beaucoup à un coup de feu. Arrivée sur place, la brigade de Fujimino dut appeler du renfort, brigade criminelle et unité d'assaut car l'incident qui était en train de tourner au drame était en fait une prise d'otage. D'après les premiers échanges avec le forcené, Watanabe Hiroshi, 66 ans, celui-ci venait d'abattre un homme, le docteur Suzuki Junichi, 44 ans, avec son fusil de chasse, et menaçait d'exécuter les deux autres personnes, médecins eux aussi, qui se trouvaient avec lui. Pour comprendre cette situation, il convient de revenir sur les racines de ce drame. Le docteur Suzuki avait ouvert sa clinique en 2013 dans cette petite communauté assez isolée médicalement et s'était très vite montré très dévoué à sa patientèle, effectuant visites à domicile pour les personnes âgées et facilités de paiement pour les plus démunis dans cette préfecture plus touchée par la précarité que la capitale voisine. Spécialisé en médecine respiratoire, il était devenu, avec le début de la crise du Covid, un stakhanoviste de la prise en charge et tentait à son niveau et avec ses deux confrères de la maison médicale locale d'endiguer ce fléau. Parmi les personnes atteintes par le virus, il y avait une femme âgée de 88 ans, Madame Watanabe, qui vivait avec son fils Hiroshi, entièrement dévoué à sa vieille maman et très impulsif. Au début de l'année, la vieille femme, déjà alitée et très affaiblie par une longue maladie, avait contracté le virus et avait été prise en charge par le docteur Suzuki, mais malheureusement, eu égard à son état de santé fragile, elle devait décéder de cette maladie. Cette mort plongea l'orphelin retraité dans le plus profond désarroi et il s'isola à son domicile, refusant de parler à ses voisins et à ses rares amis. Inquiet pour son état mental, désireux de parler avec lui suite à ses accusations répétées contre les soignants et lui adresser ses condoléances de vive voix, le docteur Suzuki et deux collègues décidèrent de s'arrêter chez lui en rentrant de la clinique pour vérifier que tout allait bien. C'est vers 20 h 50 que le trio sonna à la porte de Watanabe et fut invité à rentrer. La description des faits vient des déclarations du survivant, gazé au lacrymogène mais tiré d'affaire et qui, lui aussi, a vécu une nuit d'angoisse. En entrant chez le sexagénaire, les médecins ont été pris à partie et l'homme les aurait copieusement insultés, accusant Suzuki d'avoir tué sa mère. Une paire de minutes plus tard, il se serait saisi d'un fusil de chasse de calibre 12 et aurait abattu froidement le médecin d'une décharge de chevrotine à bout touchant. C'est cette détonation qui avait alerté le voisinage et abouti à l'intervention des forces de l'ordre. La prise d'otage a duré toute la nuit et c'est grâce à l'intervention du SAT, le raid japonais, que la crise s'est dénouée vers 8 h du matin. L'homme ne formula aucune revendication lors de ses nombreuses conversations nocturnes avec le négociateur, estimant que justice avait été faite avec la mort de celui qui avait laissé sa mère mourir. Les secours ont immédiatement conduit les trois otages dans un service d'urgence, mais trop tard pour le docteur Suzuki. Le deuxième, un kinésithérapeute de 41 ans, est toujours inconscient suite à un tir reçu dans la poitrine par le preneur d'otage au moment de l'assaut, et le troisième homme, gazé par le forcené, est vite sorti de l'hôpital, hors de danger. Dans la communauté locale et médicale, l'émotion est grande tant le docteur Suzuki était apprécié, aimé même par ses patients, leur famille et le corps médical. Depuis juillet 2021, lors du début de la 5e vague Covid, il avait entrepris de prendre 38 patients plus faibles que les autres en charge à leur domicile et les visiter plusieurs fois par jour et parfois même la nuit lorsque leur état le nécessitait. Pendant la prise d'otage, un dispositif policier exceptionnel a été déployé, le premier du genre depuis le sommet du G7 de 2016. 11 résidents ont été évacués et les écoles sécurisées en attendant la capture de Watanabe. En fouillant son domicile, la police y a trouvé 2 fusils de chasse, une grosse quantité de cartouches et une gazeuse à grande contenance du même type que celle utilisée par les forces de l'ordre. Placé en garde à vue, il a été présenté au procureur général de Saitama et mis en examen pour meurtre, tentative de meurtre et prise d'otage. Il risque les travaux forcés à perpétuité. Affaire à suivre.
Le 26 janvier, les passants d'une rue calme de Miyamae, un quartier de Yokohama, ont assisté à une scène des plus traumatisantes et qui s'est malheureusement soldée par 2 morts brutales. C'est vers 13h25 que le drame routier est arrivé. Funata Kyoto, 50 ans, était au volant de sa voiture lorsqu'elle a perdu le contrôle de son véhicule et franchi la ligne centrale, avant de finir sa course sur le trottoir, percutant de plein fouet un groupe de passants. Une femme de 29 ans, Madame Inamoto, et son fils de 3 ans, Ryusei, ont été fauchés en premier, tuant le petit garçon sur le cou et brisant les jambes de sa maman. Puis ce fut Madame Horima Miyako qui fut touchée de plein fouet par la voiture et tuée sur le cou elle aussi. Les secours sont arrivés très rapidement et pris en charge les blessés graves et les quelques personnes touchées plus légèrement avant que la conductrice ne soit interpellée. La route, droite et à 2 voies de circulation, ne comporte aucun danger réel pour la conduite, mais un péril plus grand pèse sur les populations, celui du conducteur et de son téléphone portable. Car les résultats de l'enquête et les aveux de la mise en examen sont sans appel. La conductrice était bien en train d'envoyer un SMS au moment de l'accident et, voyant qu'elle allait franchir la ligne blanche, a paniqué et accéléré pour revenir sur sa voie, dérapant sur la chaussée mouillée et tuant 2 personnes dont un enfant. Comme l'alcool et le grand âge, le téléphone au volant est un véritable fléau au Japon comme en France. Entrée plus tardivement dans la liste des infractions, cette pratique extrêmement dangereuse et irresponsable reste pratiquée par une population de plus en plus importante et a causé la mort de 240 personnes sur les routes japonaises en 2021. Funata a été placée en détention et attend son procès où elle sera jugée pour meurtre par imprudence avec arme par destination. Elle risque 30 ans de prison. Affaire à suivre. C'est un problème dont je vous parle souvent dans Petit Satsujin et qui préoccupe les autorités de plus en plus tant le phénomène est en pleine expansion. Je veux parler de celui du voyeurisme et plus particulièrement à ces hommes qui filment allègrement sous les jupes grâce à des systèmes de plus en plus perfectionnés. C'est l'un de ces tristes cirques que la police de Okayama a finalement arrêté le 28 janvier dernier. Hiraki Masato, 60 ans, directeur d'une école primaire de la ville, a été pris en flagrant délit alors qu'il filmait avec son téléphone portable sous les jupes d'une cliente dans un convenience store du quartier de Higashi. L'homme avait déjà été signalé depuis quelques semaines pour son comportement suspect dans divers magasins et des officiers avaient été placés dans des endroits stratégiques afin d'essayer de le prendre sur le fait. Placé en garde à vue, la police a découvert des dizaines de films sur son téléphone portable, mais aussi des liens vers des sites spécialisés sur lesquels des pervers dans son genre s'échangeaient des vidéos ou les uploadaient afin de les rendre accessibles à tous. 8 des victimes identifiées ont porté plainte et d'autres devraient suivre. L'an dernier, c'est un secrétaire d'État qui avait été arrêté avec un système de caméra dans sa chaussure, ce qui, outre le scandale politique, avait braqué les projecteurs sur cette pratique criminelle en constante augmentation. Fort heureusement, le suspect, directeur d'école, je le répète, ne s'en est pris qu'à des femmes adultes et pas à des mineurs, ce qui n'excuse en rien son geste, bien entendu. Il passera en comparution rapide dans les semaines qui viennent et risque 3 ans de prison. Les utilisateurs de ces sites et forums sont en cours d'identification et devraient eux aussi avoir à rendre des comptes à la justice d'ici peu. Affaire à suivre. Je vous en parlais en septembre dernier, le phénomène des hikikomori inquiète car lui aussi il se développe un peu plus chaque année et connaît un boom très inquiétant depuis le début de l'ère Covid. C'est une affaire bien étrange qui vient de voir la mort d'un homme de 37 ans, Yokoyama Yoichiro, retrouvé mort chez lui, nu, d'une maigreur extrême et pieds et poings liés. Ses parents, Yokoyama Naoki et Junko, 70 et 65 ans, et sa sœur aînée, Nanako, 36 ans, ont été placés en garde à vue et répondent actuellement aux questions de la police et du procureur. Pour le procureur de Kanagawa, c'est une affaire malheureusement commune et déplorable dans le monde de ces reclus volontaires face à des familles qui ne savent plus quoi faire et refusent de demander de l'aide pour préserver la réputation. Selon les premières déclarations des parents, Yoichiro aurait arrêté l'université à 23 ans pour se consacrer pleinement à sa passion pour le jeu en ligne, promettant de chercher un travail sous peu. Les années passant, il avait pris ses habitudes à la maison, jouant jour et nuit, nourri par sa mère et sa sœur, agacées par cette situation.
Après quelques années de ce traitement, il commença à développer des troubles apparents du comportement et se montra violent avec sa famille à plusieurs reprises. Grand consommateur d'alcool et de tabac au sein d'un foyer qui n'en consomme pas, les disputes allaient bon train et en 2018, le père Naoki essaya de le faire sortir de force pour lui remettre un pied dans la réalité, mais en vain. Dès lors, le fils reclus refusa même de s'habiller et passa son temps totalement nu dans la maison familiale. La sœur, Nanako, racontera qu'elle vécut un calvaire quotidien car c'est à ce moment-là qu'il commença à avoir des comportements pervers à son égard et ce, même devant leurs parents. En mai 2021, après une énième dispute, il sortit dans la rue, entièrement nu encore, créant la panique dans ce quartier tranquille et résidentiel. Pris d'une crise de démence lorsque le père le ceintura pour le ramener à la maison, ils durent l'attacher pour ne pas qu'il s'échappe. La sœur acheta des menottes en métal sur internet et il fut entravé chaque jour et nourri de force par sa mère. Mais à l'été 2021, la situation devint hors de contrôle, il essaya de s'enfuir à plusieurs reprises et le père dut lui ligoter les pieds avec de la corde et le bâillonner pour éviter ses hurlements incessants. D'après les parents, c'est à cette période qu'il refusa de s'alimenter. Le 6 janvier dernier, Naoki appela la police et prononça ces mots « Venez vite, mon fils vient de mourir et c'est de ma faute ». Les secours trouvèrent un homme nu et entravé, pieds et poings, d'une maigreur extrême et les yeux exorbités. La famille a été mise en examen pour meurtre par négligence et, pour l'heure, les autorités tentent de comprendre le processus qui a bien pu conduire une famille entière à laisser mourir l'un des siens. Affaire à suivre. Le 25 janvier dernier, la police de Yamanishi recevait l'appel d'une femme d'une cinquantaine d'années leur expliquant que son meilleur ami venait de lui confesser le meurtre de sa femme. La patrouille envoyée au domicile du couple, dans la petite ville de Numazu, dut forcer la porte après que leurs appels restèrent sans réponse malgré les lumières allumées. Ils y trouvèrent le corps sans vie de Madame Ishikawa Yoko, 53 ans, visiblement morte depuis quelques jours. Très vite, les premières constatations du légiste montrèrent qu'elle avait été étranglée 3 jours auparavant. Le mari, âgé de 63 ans, restait introuvable et un mandat d'arrêt fut lancé contre lui, mobilisant une grande partie des unités de la région. Il fut retrouvé le 29 au soir flottant sur une rivière près de Yamanishi. Une lettre laissée dans sa voiture accrédite la thèse du suicide, mais les motivations du meurtre de son épouse restent floues et incompréhensibles pour leur entourage, qui les décrit comme un couple modèle et très amoureux. La meilleure amie du meurtrier, alertée par ce dernier, atteste aussi de leur vie de couple parfaite. Disons juste que lorsqu'il l'a appelée pour lui avouer le meurtre, il avait dit ces mots « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça ». Une affaire classée par la mort de l'auteur mais qui laisse de nombreux points d'ombre à tout jamais. Le 30 janvier dernier, la police de Kogane à Tokyo recevait un coup de téléphone étrange. Une femme de 30 ans se présentant sous le nom de Madame Maruyama leur expliquait que son mari venait de lui avouer avoir tué son ex-petite amie et ne savait plus quoi faire. Après avoir obtenu les adresses de la présumée victime et du présumé auteur des faits, la police se rendit au domicile de la jeune femme, Yonemaru Rena, 23 ans, dans le quartier de Kogane à Tokyo et à Tama, près de Yokohama, au domicile des Maruyama. L'équipe dépêchée sur place y trouva le corps sans vie de mademoiselle Yonemaru, battue à mort et allongée dans sa chambre. L'homme, immédiatement arrêté et placé en garde à vue, a tout de suite avoué son crime et a confessé un récit assez étrange. Ce jour-là, il se serait rendu chez son ex-petite amie pour essayer de recoller les morceaux et lui demander de reprendre une relation charnelle avec lui malgré son récent mariage. D'après ses dires, sa femme était au courant de cet amour contrarié et aurait plus ou moins admis cette relation extra-conjugale à condition qu'elle n'empiète pas sur leur vie de famille, un enfant étant à naître au mois de juin. Mais lorsque l'homme arriva chez son ancienne compagne, celle-ci lui aurait annoncé être déjà en couple et n'avoir aucune envie de revenir avec lui, ce qui aurait mis le suspect dans une rage folle. Il porta une vingtaine de coups de poing dans le visage et la gorge de sa victime avant de l'achever avec un objet lourd, un vase d'après la police. Il aurait ensuite pris les clés de sa victime pour fermer l'appartement de l'intérieur avant de rentrer chez lui. De retour à la maison, il aurait tout avoué à sa femme en lui demandant que faire, semblant plutôt partir sur une option camouflage de meurtre que sur un appel à la police. Mais celle-ci, terrifiée par ce que son mari et père de son futur enfant venaient de commettre, alerta immédiatement les autorités.
Aujourd'hui, elle se dit soulagée par cette arrestation et la mise hors d'état de nuire de cet homme dont elle dit maintenant qu'il avait parfois des accès de colère qui commençaient à l'inquiéter. Placé en détention, il est mis en examen pour meurtre et risque 20 ans de réclusion. Affaire à suivre. Encore un fléau récurrent dans les nouvelles que je vous délivre 2 fois par mois, celui des ex-éconduits qui assassinent. Et c'est ce qui vient d'arriver encore à Koshigaya dans la préfecture de Saitama où un étudiant de 25 ans, Furukawa Taiki, vient d'être arrêté pour le meurtre au couteau de son ex-petite amie Iwabuchi Misaki, 33 ans, employé de commerce. Le couple s'était formé en 2020 alors que le jeune étudiant fréquentait quotidiennement l'épicerie dans laquelle sa future victime travaillait. Leur relation avait duré 1 an avant que la jeune femme ne décide de rompre suite à une série d'incidents inquiétants quant à la violence potentielle du garçon. Depuis leur rupture, Furukawa visitait régulièrement son magasin pour lui faire des avances, lui demandant de revenir avec lui et l'inondait de SMS et de messages vocaux, la menaçant si elle ne reprenait pas le cours de leur relation. C'est après avoir appris et constaté que la jeune femme fréquentait quelqu'un que l'étudiant a vu rouge et décidé de supprimer celle qu'il aimait. Alors, le 26 janvier, après avoir acheté un couteau de cuisine dans un petit supermarché de Koshigaya, il était allé rendre visite à Iwabuchi, espérant, d'après ses dires, y trouver aussi son nouveau petit ami. Il était arrivé sur le pas de sa porte vers 18h30, avait sonné et, prétextant lui présenter des excuses, l'avait poignardé à peine la porte entr'ouverte. Puis il s'était rendu dans un petit poste de police du voisinage pour se constituer prisonnier et avouer son crime, donnant même l'arme du crime au policier. C'est la mère de la victime qui est venue reconnaître le corps et a demandé la plus grande sévérité pour l'auteur des faits. Le jeune homme a été placé en garde à vue prolongée et présenté au procureur qui l'a mis en examen pour assassinat. Il risque la prison à perpétuité. Affaire à suivre. C'est donc la même semaine qu'un drame similaire s'est déroulé à Mie, cette fois faisant 2 morts dans une histoire de jalousie tragique. C'est le 29 janvier vers 22h30 que la police de Kohana, dans la préfecture de Mie, reçut un appel de riverains leur indiquant que des cris terribles résonnaient dans tout le quartier. L'équipage arrivé sur place en quelques minutes découvrit le corps d'un homme étendu sur la chaussée dans une mare de sang, de multiples traces de couteau au niveau du cou et de la face. Quelques mètres plus loin, c'est celui d'une femme que les policiers découvrirent, inconsciente et apparemment frappée de multiples coups de lame dans la poitrine et le dos. L'homme, Ito Nobuyoki, 54 ans, cadre dans une entreprise, et sa compagne de 43 ans, dont le nom n'a pas été communiqué, furent conduits d'urgence à l'hôpital, mais l'homme décédera quelques minutes après son arrivée. La femme, elle, sera sauvée par les urgentistes et, bien que dans un état critique, réussira à donner le nom de leur agresseur avant d'être placée dans un coma artificiel. D'après elle, ce serait son ancien petit ami, un homme de 36 ans résidant à Yokkaichi, qui serait venu les attaquer en pleine rue, mortellement jaloux de son nouveau compagnon et décidé à les supprimer tous les deux. En lançant l'avis de recherche, la police s'est vite aperçue que l'homme en question n'était pas inconnu de leur service, puisque le couple avait porté plainte à de multiples reprises contre l'individu pour harcèlement, menaces de mort et insultes sur la voie publique. Le 14 janvier, une ordonnance d'éloignement avait même été prononcée par le juge. Il ne fallut pas attendre longtemps pour que le suspect soit retrouvé. En effet, une demi-heure plus tard, les pompiers de Yokkaichi, à moins de 10 km du lieu du meurtre, recevaient un appel concernant un incendie dans un appartement qui, une fois maîtrisé, leur permit de retrouver une victime au milieu des décombres. Cet homme, vite identifié, n'était autre que l'auteur des coups de couteau, vite rentré chez lui après l'attaque, et qui s'était immolé pour mettre fin à ses jours. Fort heureusement, l'incendie a été circonscrit et n'a pas fait d'autres victimes dans la résidence. Un message posté sur les réseaux sociaux par le criminel résume son action et ses motivations, une fois de plus totalement hallucinantes pour le commun des mortels. Quitté par sa compagne en 2018 à cause de ses problèmes d'argent et d'addiction au jeu, il avait très mal supporté cette séparation et commencé à la harceler au téléphone et sur son lieu de travail. Mais lorsqu'il avait appris qu'elle s'était remise en couple et avait déménagé chez un homme plus âgé et à l'aise financièrement, qui plus est, dans un beau quartier de Kohana, il avait, selon ses dires, nourri une haine pour cet homme qui lui avait volé sa femme et transformé son amour pour elle en désir de revanche.
Dès lors, il n'eut de cesse que de les harceler et les menacer jusqu'à cette condamnation du 14 janvier qui avait fini de le mettre en rogne et poussé à passer à l'acte. Il avait tout préparé, l'achat de 2 couteaux, les repérages autour du domicile et les horaires du couple avant de mettre son sinistre plan à exécution. L'affaire est classée avec la mort du meurtrier, mais la victime survivante commence à peine un terrible parcours de soins physiques et psychiques. Où que l'on vive et quelle que soit l'époque, les années collège restent gravées dans nos mémoires comme les plus douces, celles des nouvelles expériences, premiers baisers, premières cigarettes et premières bières, et pour ceux qui, comme moi, ont la toiture qui blanchit, l'ère des cassettes audio que l'on se refile à la récré et que l'on copie tellement que le dernier doit presque en deviner la musique. TDK C60, toutes pleines des meilleurs sons des Ramones, de Motorhead ou de Ozzy, ces années de bonheur et d'apprentissage sont souvent associées à cet artefact magique et qui nous relie durablement à ce que l'on voudrait ne jamais perdre, notre jeunesse. Ito Taro, résident de Mikasa sur l'île de Hokkaido, a eu le grand bonheur de naître en 1970 et de grandir sous la bénédiction de la fée rock'n'roll qui lui dispensa ses plus beaux enchantements entre 1981 et 1985 entre les murs du collège municipal et par le truchement de la plus belle invention de l'humanité, le Walkman Sony. C'est cet amour pour cette divine musique qui fit de lui un être exceptionnel et lui attira les bonnes grâces de la plus belle fille du collège, Hiroko, avec qui il vécut ses premiers émois, puis les autres, avant de s'envoler sur les ailes d'un Pégase à la conquête d'une école d'art dont il sortit diplômé et marié. Le couple de graphistes s'installa à Sapporo et y vécut une vie de réussite professionnelle et personnelle sans nuage. Parents comblés, toujours amoureux après toutes ces années, ils virent leur cinquantaine arriver comme une mauvaise gueule de bois après une longue soirée trop humide. Alors, les enfants partis voguer vers d'autres horizons, le quinca se recentre et boit des alcools compliqués en écoutant ses vieux vinyles sur une platine flambant neuve. Et puis, après la deuxième bouteille de Nihonshu, Taro et Hiroko se souviennent. Le collège et les copains, tiens, qu'est-ce qu'ils ont bien pu devenir d'ailleurs, les premières soirées avec les mauvaises bières qu'on faisait acheter par un grand chez Yamada, les flirts, leurs flirts, la naissance de cet amour qui brûle toujours et avec autant d'intensité 40 ans plus tard. Et le premier cadeau que l'on fait à son amoureuse, tu te souviens Hiroko, cette cassette que je t'avais enregistrée et offerte pour notre premier encart? Je suis sûr que c'est ça qui t'a fait craquer pour moi, tiens. D'ailleurs, où peut-elle bien être cette sainte relique? Ce serait tellement extravagant que de s'imaginer la trouver, là, dans un tiroir, la glisser dans un lecteur et s'envoler pour un voyage dans le temps. Just push play. Tiens, oui, cette cassette, tu t'en souviens? Pas d'elle en tant que telle, mais de tout ce qui lui est arrivé. À vrai dire, Hiroko ne se rappelait plus très bien du destin de l'objet, mais Taro, en tordant un peu le nez, lui rappela cette tragique anecdote qui marqua au fer rouge son adolescence. Tu te souviens de Monsieur Hamada, notre prof d'histoire, et de ce jour où il m'a confisqué notre cassette, parce que je te la rendais en plein cours après y avoir dessiné le logo de Van Halen en couleur. Eh bien, tu vois, elle doit toujours y être. Je me souviens l'avoir vue dans la boîte des objets confisqués jusqu'à ce que l'on parte pour le lycée. Bien sûr, les deux tourtereaux grisonnants auraient bien aimé prier de concert devant cette sainte chose en plastique, mais voilà, il faut savoir se résigner. Alors les Ito ouvrirent une troisième bouteille et posèrent le divin album Don't Break the Oath de Mercyful Fate sur le velours avant de plonger dans les douces mélopées du King pour s'envoler vers les dernières volutes d'une soirée réussie. Mais la plus parfaite des existences ne peut rester sans drame et en janvier 2022, terrassée par un virus beaucoup moins cool que le rock'n'roll, la mère de Taro vint à mourir et notre couple endeuillé se rendit aux funérailles dans leur bonne vieille ville de Mikasa. Une crémation, surtout celle d'un être cher, n'est jamais une partie de plaisir, mais elle permet parfois de remettre une basket dans les vertes prairies de sa jeunesse quand vient l'heure d'ouvrir les malles à souvenirs. Photos, albums de collège et de lycée, souvenirs à gogo et émotions en vrac. Tiens, tu as vu le vieux professeur Hamada, il était là lui aussi. Il tient bien la route ce vieux machin. Mais à 50 ans, les émotions, ça donne soif. Alors on accepte, sans trop se faire prier, les vieilles quilles en sommeil du papa effondré qui noiera bientôt les cendres blanches de sa chair disparue dans l'éclat cristallin d'un Nihonshu hors d'âge. Il est de notoriété publique que la tristesse s'envole à mesure que les bouchons sautent et vers minuit,
il fallut bien admettre que le stock de verres vides sur la table basse n'augurait pas la mélancolie. Comme mu par une fougue tout droite sortie de leurs vertes années, le couple se mit à rêver de ces heures pas perdues pour tout le monde, à flirter derrière les gradins du stade et à cette cassette. Depuis qu'ils en avaient parlé, elle ne quittait plus leur esprit. Et si elle était toujours là dans la vieille boîte en bois du proviseur? Et si par miracle, un miracle incroyable, elle les attendait toujours, 40 ans après, comme pour leur montrer que leur bonheur à venir était déjà gravé sur bande magnétique? Alors, après la 5e bouteille de Nihonshu, germa dans leur esprit une de ces idées qui vous prennent quand Bacchus a tordu le bras de Minerve. Et si nous allions au collège pour jeter un œil dans le bureau de la direction et dans l'ancienne classe de Monsieur Hamada? Et si nous y allions maintenant? Après tout, quelle meilleure solution pour vérifier si un objet confisqué il y a 4 décennies est toujours là que d'y aller en pleine nuit, de fracturer la porte d'un collège, le tout défoncé comme des terrains de manœuvre? Alors, sûrs de tenir là, du moins l'aventure de leur vie, au moins un instant de retour vers leurs folles années, Taro et Hiroko enfilèrent leurs chaussures, prirent une lampe électrique plus brillante que leur esprit et cheminèrent en crabe vers le collège municipal mixte de Mikasa. Il était 1h du matin quand le commando arriva devant les grilles de l'établissement. Avec l'aisance et la grâce d'un phacochère paralytique, ils franchirent la barrière non sans y laisser quelques petits morceaux d'étoffe, mais sans bruit. Reconnaissant la géographie du lieu, qui n'avait guère changé en 40 ans, ils se dirigèrent vers les salles de classe et se rappelant de la petite fenêtre des toilettes pour filles qui ne fermait pas bien, tentèrent le tout pour le tout en exerçant une légère poussée sur lui qui s'ouvrit sans rechigner. Il y a des choses qui ne changent pas. Sortir des toilettes, le grand couloir, tourner à droite, puis à gauche pour les salles d'histoire géo, là. Voilà, l'ancienne salle du professeur Chapardeur de souvenirs. Ému par tant d'odeurs familières qui ravivèrent leur mémoire, le couple s'enlaça et s'embrassa si fougueusement qu'ils en firent tomber la pile de livres posée sur le bureau du professeur. Cette boulette, loin de les faire sursauter, provoqua chez eux un fou rire incontrôlable qui, bientôt, eut comme effet magique d'allumer en grand les lumières du couloir. Car s'il y avait une chose qui avait changé depuis toutes ces années, c'est que l'école avait embauché un gardien qui, peu habitué à ce genre de situation, avait de rechef informé la police locale d'une intrusion probable d'un dangereux gang de voleurs de craie. Sous comme des barriques et toujours sous le coup d'un impitoyable fou rire, les époux Ito n'opposèrent aucune résistance et finirent leur folle nuit d'aventure en cellule de dégrisement. Le lendemain matin, lors de l'audition de mise dans pareil cas, les deux quinquas un peu gênés expliquèrent les raisons de leur première violation de la loi et furent finalement relâchés quelques heures plus tard avec une petite tape sur les doigts de la part de l'officier de service, comme les sales gamins qu'ils étaient. L'officier de police, certes jeune mais plein de bon sens, leur dit juste avant de les relâcher « Et pourquoi ne pas l'avoir demandé à votre ancien professeur ?» Je ne sais si Taro et Hiroko ont répondu à ce sage Pandore, mais avouez tout de même que questionner le vieux Hamada aurait été beaucoup moins drôle. Moralité, comme le disait avec justesse le vieux Lemmy, si vous vous pensez trop vieux pour le rock'n'roll, alors c'est que vous l'êtes. Et voilà, tu pousses encore les gens au crime, l'apologie d'un cambrioleur la dernière fois, les deux machins qui cassent leur école. Elle est belle cette histoire quand même. D'ailleurs, il faudra que je dise à mon ex de me rendre mes singles de Motley Crue. Ouais, mais elle habite où maintenant? Bon, bah je vais aller boire un coup, tiens, ça va me redonner les idées. Le coup de pouce du jour m'a été suggéré par le coup de pouce de la dernière édition, c'est vous dire s'il y a du conflit d'intérêts dans l'air. Je m'en vais vous parler de la chaîne Veritas Obscura que je viens de découvrir et dont les premières vidéos m'ont rempli d'un sentiment de satisfaction tout à fait admirable. Si le nom de la chaîne, qui sonne comme un groupe de black metal des années 90, peut faire penser à un de ces canaux florissants qui surfent sur la vague du mystère agrongé de la vérité est ailleurs, cherche pas c'est magique, on en est bien loin. Le concept des vidéos tourne autour du principe même de vérité, de nos biais et de nos croyances et s'organise, dans les vidéos que j'ai vues pour l'instant, autour d'une narration maîtrisée et claire qui nous propose 3 histoires extraordinaires dont une seule est vraie. Que l'on parle de sociétés secrètes, de complots, d'expériences ou de rituels, je trouve l'approche intéressante tant dans le fond que dans la forme.
Le narrateur possède tous les atouts pour captiver le spectateur, les sujets sont brûlants, le montage est propre et original, donc oui, je ne peux que vous inciter à découvrir son travail et à grossir les rangs de ses abonnés, 5800 aujourd'hui, mais 10 fois plus grâce à vous. Je n'ai pas encore vu les playlists Flash Obscura et Halloween et quelques autres encore, mais ça ne serait tardé, alors en attendant, allez-y, allez vous abonner, voilà. Vous êtes partis ? Y aller ? Ok, parfait. Voilà, comme moi, cette 46e édition de Petit Satsujin touche à sa fin et il est temps pour moi de me grimer en évangéliste relou, diplômé de l'école des forceurs. Mais si, vous la connaissez, on est des milliers à en sortir. Tout d'abord, je me permettrai de vous faire remarquer qu'il y a une chance sur deux que vous ne soyez pas abonné à cette chaîne et ça, si ce n'est pas encore un crime, quoique ça pourrait bien le devenir, c'est tout de même une faute morale majeure. Alors, pour votre rédemption, abonnez-vous mes amis et n'oubliez pas d'activer cette belle petite cloche dorée qui vous enverra un petit chérubin tout choupinou à domicile pour vous tenir informé des sorties. Si vous le pouvez et le voulez, vous pouvez me laisser une obole sur Tipeee ou Utip, ce qui m'aidera à rénover la toiture de la chaîne, oui, ou en faisant un tour sur la boutique satsujin.fr. Vous y trouverez mes livres sacrés, bien entendu, que je vous dédicace à la demande, les CD des musiques de la chaîne, des Prince, dont certains qui font grincer des dents, les ligues de vertu, allez vous faire foutre, et pas mal de goods pour tous les goûts. Pour l'office du vendredi, du samedi ou du dimanche, je vous conseille nos tricots personnalisés sur la boutique Spreadshirt de la chaîne, aux icônes exclusives et extatiques, des t-shirts quoi. Enfin, rejoignez-moi sur Discord et sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. J'y poste régulièrement des nouvelles de la chaîne et des photos de chandeliers. Allez, je vous laisse, je vais me faire un petit encas. Ça suffit! Vous avez assez bouffé! Il y a tout de même des limites! Allez hop! Remballez! Matane.